Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses de l'info, de la com et de l'image. L'info sur l'info, c'est avec Monsieur François Dorcival, bonjour. Bonjour. Éditorialiste à Valeurs Actuelles, Zoé Cadio, bonjour. Journaliste au Midi Libre, Séverine Audet, bonjour. Bonjour. Directeur de l'agence Tilder, ex-conseiller à Matignon, et Frédéric Foscani, bonjour. Directeur général de QSN Digital et spécialiste des réseaux sociaux. On va en parler d'ailleurs de ces réseaux sociaux. Et Frédéric Delpech du service politique sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de la mise à la diète des députés. Ça passe mal du côté de l'Assemblée. Mais tout de suite, nous allons nous poser cette question. Donald Trump est-il le plus grand des provocateurs ou tout simplement un raciste qui s'assume? Avant d'y répondre, voilà les derniers dérapages du président américain. C'est l'une des 3 vidéos relayées par Donald Trump sur son compte Twitter. On y voit un jeune homme frapper violemment un autre jeune garçon. Des images très choquantes, accompagnées d'un titre sans équivoque, un migrant musulman tabasse un Néerlandais. Une fausse information relayée par le président des États-Unis, comme l'a expliqué l'ambassade des Pays-Bas en postant ce tweet. Les faits comptent, peut-on lire, l'auteur de cet acte violent est né et a été élevé aux Pays-Bas. Cette vidéo anti-musulman, Donald Trump l'a trouvée sur le compte Twitter de Jahida Fransen, figure de l'extrême droite en Grande-Bretagne. Très vite, le cabinet de la première ministre britannique Theresa May a déclaré que le président des États-Unis avait fait une erreur. Réponse cinglante du principal intéressé, toujours sur Twitter. Theresa May, ne te focalise pas sur moi. Focalise-toi sur le terrorisme islamique radical, destructeur à l'intérieur du Royaume-Uni. Tout va bien pour nous. À la Maison-Blanche, la porte-parole tente de désamorcer la polémique en expliquant que ce n'est pas tant la nature des vidéos qui importe, mais le message relayé par le président qui aurait souhaité rappeler que la menace terroriste était bien présente. Alors effectivement, pour ne pas choquer, puisqu'il y a 2 autres vidéos, dont une notamment où on voit des membres de l'État islamique jetés du haut d'une tour 2 personnes, et après, ces personnes sont tabassées. La question était provocateur ou tout simplement raciste qui s'assume? Je vous pose la question sur ce plateau. Je pense que surtout ça relaie une partie du caractère de Donald Trump qui est capable de relayer des fausses informations juste pour étayer son discours peut-être antiraciste. Il me semble raciste dans la manière d'utiliser ces vidéos. Il faut savoir aussi que, comme vous le rappeliez dans votre sujet, ce sont des vidéos qui ont été relayées par Britain First, qui est un parti d'extrême droite, et la majorité de ces vidéos ont été tournées en 2015, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Même la vidéo où on voit le jeune néerlandais tabasser un autre néerlandais avec des béquilles, ça s'est déroulé au mois de mai. Donc on voit qu'il utilise des faits pour pouvoir étayer un discours. Mais il est coutumier d'y faire. Souvenez-vous, pendant sa campagne électorale, il avait fait exactement la même chose. Alors ? Oui. Mais non, ce qui est épouvantable, c'est que ça vienne du président des États-Unis. Hier, l'événement, et nous en parlerons peut-être, ce sont les événements de Corée. Et d'ailleurs, les images, les premières images qu'il donne, c'est lui-même encadré par son Conseil national de sécurité, disant « la Corée, on va s'en occuper ». Là, il est dans son rôle de président des États-Unis. Ensuite, on apprend que sur son fameux réseau Twitter, il relaie n'importe quoi, parce que c'est exactement ce qui se passe tout le temps sur les réseaux sociaux. Alors notre ami va probablement en parler en détail, mais des informations périmées, non sourcées, qui ont vécu, etc., continuent de circuler et d'être relayées. Que ce soit le président des États-Unis qui fasse ça, c'est effectivement terrifiant. Alors, j'ai envie de dire que le président ne relaie pas n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours sur la même thématique. Non mais Donald Trump, c'est le premier troll en chef. C'est-à-dire qu'il a un média auquel sont abonnés 43 millions de personnes. C'est-à-dire que trouver quelqu'un qui a un média aussi puissant que celui de Donald Trump, il est dans la désintermédiation totale. Donc il sait parfaitement comment on utilise ce canal. Et il nourrit son audience avec ce qu'elle attend et qui n'est absolument pas déçue par la ligne éditoriale de Donald Trump depuis le début. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump n'a jamais changé de ligne éditoriale entre le moment où il était homme d'affaires, le moment où il était candidat et maintenant qu'il est président des États-Unis. Donc il a une utilisation des réseaux sociaux qui est complètement nouvelle en tant que responsable politique, chef d'État, chef de la première puissance mondiale, et il déstabilise tout le monde, et y compris la planète médiatique classique. Frédéric ? Il va même changer des codes, on voit dans le domaine diplomatique. C'est qu'il a répondu à Theresa May hier
par l'intermédiaire de Twitter. Elle fait une déclaration en disant que le président a fait une erreur et lui va lui répondre directement en l'interpellant au travers de Twitter plutôt que d'utiliser les canaux traditionnels. On est plus dans la leçon donnée que dans la réponse. Oui, et donc on est exactement dans ce que vous disiez et ce que vous disiez également, c'est qu'on est dans un comportement typique de ce qu'on appelle un troll sur Internet et du comportement qu'ont tous ceux qu'on peut classer dans la fachosphère, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques où on va harceler, on va interpeller, on va diffuser des contenus qui ne sont pas sourcés, qui sont datés. Regardez l'exemple encore une fois de cette vice-présidente du parti anglais hier, qui en fait, si vous regardez son fil Twitter, son compte Twitter, elle ne diffuse que des contenus de ce genre. Ce ne sont que des contenus qui sont datés, pour lesquels il est impossible de vérifier la véracité des contenus. Elle a notamment hier, elle en a profité pour relayer de nouveau la fameuse séquence où Marine Le Pen avait refusé de porter le voile pour rencontrer le grand moufti, etc. Donc ce ne sont que des contenus. Elle également a une ligne éditoriale bien spécifique, mais où on va tenter de désinformer, de faire de la propagande. Alors ce qui était extraordinaire, bien évidemment, c'est que cette fameuse Jada Frentzen, hier, lance carrément un appel à Donald Trump en disant « Aidez-moi ». Elle est poursuivie dans une affaire judiciaire justement pour des propos racistes et elle lui poste là aussi sur Twitter. Donc il y a une communication entre les deux où elle dit « Aidez-moi, j'ai besoin de vous, merci de me soutenir ». Notre ami a donné la réponse à votre question. 43 millions de relais de ce qui se passe avec Donald Trump et ses tweets. Cette vice-présidente ou cette présidente de ce parti absolument inconnu de Grande-Bretagne devient subitement une star mondiale. Alors évidemment, l'appel, elle n'a pas besoin de lancer un appel, elle est déjà sur tous les écrans, dans tous les débats. C'est justement ce que lui a reproché Theresa May, c'est de donner un éclairage à ce parti d'extrême droite, raciste. Il faut savoir qu'elle est déjà condamnée avec le président de son parti. Ils ont été condamnés en 2016, justement, ils ont interdiction de s'approcher ou d'entrer dans des mosquées ou des lieux de culte musulmans. Et là, elle risque effectivement la prison. Oui, il y a une nouvelle procédure. Et elle a profité justement hier, il n'a pas arrêté de retweeter les retweets de Donald Trump qui tweetait ses propres tweets pour se faire sa propre promotion. Et du coup, elle a été interviewée par CBS, par NBC, etc. C'est devenu dans la journée une star. Je vous parlais de cette vidéo, on l'a retrouvée, regardez, c'est juste là et c'est pour vous. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis ravie que le leader du monde libre ait pris le temps de retweeter 3 de mes vidéos sur Twitter. Je risque la prison pour avoir donné un discours dans lequel je critique l'islam. En mon nom et en celui de tous les citoyens britanniques et pour tous ceux qui se sont battus et qui sont morts pour que nous ayons la liberté de parole, je demande votre aide, votre intervention avant d'être jeté en prison et que d'autres reçoivent le même traitement pour avoir simplement exprimé notre opinion. Dieu vous bénisse, Donald Trump. Et ça, ce n'est pas un fake, c'est bien une vidéo qui a été postée hier soir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, pardon, c'est si on s'arrête une minute sur l'économie de la fake news. Aujourd'hui, 90% du contenu qui circule sur les réseaux sociaux, c'est de la vidéo. 85% de ce que les gens retiennent, c'est de la vidéo. Donc Donald Trump, il maîtrise complètement l'économie de la fake news. Juste, l'économie de la fake news aussi, c'est de fabriquer des contenus qui attirent l'engagement. C'est-à-dire que c'est de l'entertainment en réalité, la fake news. Et ça rapporte énormément d'argent. Le propriétaire du site qui est responsable des 5 plus grosses fake news pendant la campagne présidentielle américaine est un garçon de 24 ans qui est en Macédoine et qui est devenu millionnaire grâce à son site puisque ça permet de vendre énormément de publicité. Il y a une vraie économie et un fonctionnement de la fake news qu'il faut comprendre, qui est complètement addictif. C'est le fonctionnement aussi des réseaux sociaux. Et Donald Trump, il maîtrise tous ces codes pour, encore une fois, satisfaire son audience. Et là, on peut noter une chose, c'est que son audience continue de le suivre aux États-Unis et sa base continue de le suivre aux États-Unis. Donc sa ligne éditoriale, c'est la campagne permanente par rapport à sa cible, exactement. Ça ne va pas s'arrêter parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'au nouveau, les comportements pour s'informer, c'est par notre téléphone et c'est par les réseaux sociaux. Donc la source d'information, en fin de compte, c'est les tweets et autres contenus. Oui, c'est-à-dire la plus grande poubelle qu'on ait jamais imaginée. Tout à fait. Alors, mais un mot quand même. Entertainment, dit notre confrère, c'est
le spectacle. C'est le spectacle. Et donc, si je traduis ce que vous avez dit, pardon, mais ça veut dire que c'est une industrie du spectacle. Oui, mais la politique spectacle, elle est vieille, quand même. Elle date depuis un certain temps. Absolument. Nous sommes tout à fait du même. On est quand même monté d'un cran avec Donald Trump. Là, on est plus dans la désinformation, dans la propagande, et dans le même temps où il propage lui-même les fausses informations. Hier, il a de nouveau fait un autre tweet, où là, il s'en prenait à NBC, justement, où il s'en prenait directement à 2 journalistes de NBC dont il souhaiterait le licenciement parce qu'il leur reproche justement de propager des fausses informations le concernant. Alors on ne compte plus les qualificatifs sur Donald Trump ni les sorties de Donald Trump. Rien que pour vous, en 58 secondes, on a essayé de faire un montage. Regardez. You're very, very special people. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. We are also praying for the people of Puerto Rico. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. We love Puerto Rico. Puerto Rico. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. 16 lives, that's a lot. But you compare that to the thousands of people that died in other hurricanes, and frankly, we're not nearly as severe. Et oui, on finit avec les images choquantes de ces dunks avec des rouleaux de sopalin lancés à des réfugiés qui n'ont plus rien. Vous disiez, c'est intéressant? Oui, parce que votre reportage, il montre un truc, c'est que encore une fois, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, il maîtrise tous les codes. C'est-à-dire que si vous remarquez bien, toutes les phrases et les slogans qu'il construit, y compris dans un discours à l'ONU, sont faits pour être en 140 caractères ou tenir sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Il a toujours maîtrise totale de la com et des réseaux. Totale de la com, des réseaux sociaux et donc des gens auxquels il s'adresse. Il a toujours le slogan et la bonne phrase qui part immédiatement au bon endroit. Reste une question. Pourquoi hier relance-t-il ces histoires sur les terroristes? Qu'est-ce qui justifie qu'il ait... Il dit que c'est son combat en tant que patron du monde libre contre les terroristes. Certes, c'est sa version. Ça se justifierait... Enfin, les images ne se justifieraient pas puisqu'elles sont périmées, mais... ça se justifierait dans une ambiance de réaction au terrorisme. Il est toujours en décalage, quand même. Alors, en décalage, je ne sais pas, parce que pour répondre à votre question, est-il provocateur ou raciste? Moi, je pense qu'il est les deux, très clairement, parce qu'il provoque, on le voit bien avec la Corée quand il a envie de provoquer, mais le côté raciste, rappelons-nous de ce qui s'est passé avec les suprémacistes blancs, quand il a mis tant de temps à réagir, où il a fallu que l'opinion réagisse pour qu'il finisse par s'exprimer. Ce qu'il a fait hier montre bien que finalement, les Américains n'ont pas élu un président d'un parti libéral de droite, mais un partisan raciste, extrémiste, tout simplement. Pour être tout à fait complet sur le sujet, vous allez voir, c'est le dernier élément sonore. Il s'agit de la Corée du Nord. Ce n'est pas Donald Trump, mais ça y ressemble. Le dictateur de la Corée du Nord a fait un choix qui rapproche le monde de la guerre et non l'inverse. Si la guerre éclate, ne vous méprenez pas, le régime nord-coréen sera entièrement détruit. Voilà, le visage change, mais le contenu reste le même. Oui, là, nous sommes dans la zone la plus dangereuse de la planète. Parce que la Corée du Nord a montré qu'elle disposait non seulement de l'arme, c'est-à-dire de l'arme nucléaire, mais aussi des missiles pour la transporter. On a vu que lorsque Donald Trump est allé dans la région, il était escorté par 3 porte-avions nucléaires. Tout ceci est évidemment un jeu de dissuasion réciproque. Il faut évidemment espérer que cela n'aille pas plus loin, encore que dans l'enchaînement des provocations, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En revanche, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un seul acteur dans cette région qui puisse maintenir une certaine stabilité, c'est la Chine. Tout repose sur ce que la Chine aura comme attitude à l'égard de la Corée du Nord. La Chine comme rempart des États-Unis et de Donald Trump. C'est l'heure de revenir sur une info. On va revenir sur une info qui touche 577 personnes et qui ne fait pas plaisir. C'est le retour sur Info.
Et c'est Frédéric Delpech du service politique qui va venir nous rejoindre car il a passé sa journée hier avec les députés. Fini les avantages ou presque et vive le contrôle des dépenses. Alors, quelles nouvelles règles pour nos représentants? Ils vont devoir s'y soumettre. On regarde et on en parle. Dans les couloirs du Palais Bourbon, c'est une petite révolution. Pour la première fois, l'argent reçu par les députés, soit 5 373 € par mois, sera strictement encadré. Une liste de dépenses interdites a été fixée. Pas le droit par exemple de financer des partis politiques. Interdiction d'acheter un bien immobilier, une voiture moins d'1 an avant la fin du mandat. Proscrites également les dépenses personnelles comme les frais de garde d'enfants. Que ceux qui disent que ça ne change rien, regardent comment ça se passait avant. Les députés étaient simplement tenus de signer une déclaration annuelle sur l'honneur disant qu'ils avaient bien respecté les règles. Et il n'y avait aucun contrôle. Autre nouveauté, les députés devront justifier systématiquement ces dépenses. Conserver ses tickets, ses factures. Pour d'autres, en revanche, il va falloir changer quelques habitudes. Ça va être un peu plus compliqué, hein. Je ne vous le cache pas que moi, comme d'autres qui gardions dans une pochette nos factures, il va falloir les faire rentrer dans un cadre comptable normé. L'Assemblée leur offre tout de même une souplesse, 600 € par mois sans besoin de justificatif. Dimanche, quand on passe à la kermesse à tel endroit, là c'est les marchés de Noël qui arrivent, ce sont des manifestations. Alors, si on commence à demander justificatif de 5 € à chaque son, ce sera plus compliqué, ça me paraît un bon équilibre. Pour s'assurer qu'il n'y aura aucun abus, des contrôles aléatoires seront mis en place. Et c'est elle, la déontologue de l'Assemblée, qui sera chargée d'éplucher toutes les factures. S'il y a dérapage, le député devra rembourser ses frais. Quoi qu'il arrive, il sera contrôlé au moins une fois au cours de son mandat. Merci alors cher Frédéric, bienvenue pour les députés dans le monde de la réalité, ou pas? Eh ben pas tout à fait en réalité. Ben non, parce que effectivement il y a un progrès parce que donc dorénavant les députés devront justifier, c'est-à-dire présenter leurs factures pour leurs dépenses courantes. Alors déjà hier, on peut regarder une photo, hein, c'était dans les couloirs de l'Assemblée, Daniel Fasquelle était en train de sortir de sa poche toutes ses factures de restaurant. Voilà, il commence à les trier, à les mettre de côté pour les garder précieusement, car le contrôle, il a lieu au bout d'une année, donc il faut au moins garder toutes ces fiches pendant 1 an. Alors la réalité quand même, c'est qu'au départ, il y avait une possibilité de faire autrement, c'est-à-dire de faire que les députés avancent leurs frais et soient remboursés sur facture. Mais ce n'est pas la formule qui a été retenue. En réalité, ils conservent leur indemnité de frais de représentation de mandat. C'est-à-dire, non, pas tout à fait, justement. Non, ils perçoivent la première. Oui, voilà. Ils vont continuer à recevoir 5 300 € tous les mois qu'ils pourront dépenser à leur guise. Alors, il y a une liste qui a été publiée très précise hier soir par la présidence de l'Assemblée de ce qui est éligible et pas éligible au remboursement. Alors bon, je ne vais pas vous la donner parce qu'elle est très très longue, mais ça concerne les fournitures quotidiennes, les frais de permanence, le transport, l'achat d'une voiture, l'hôtel, le restaurant. Sur le restaurant, ils ont obtenu quand même une chose, c'est qu'ils ne devront pas donner le nom de la personne avec qui ils ont déjeuné. C'était une bataille. Contrairement, là aussi, à n'importe quel salarié. Ils se sont beaucoup battus pour garder cette petite prérogative de leur liberté. Et puis, par exemple, en page 6, on voit que sont maintenus les frais liés à la personne, frais de coiffure et frais vestimentaires, autrement dit achat de vêtements, de costumes, coiffeurs. Ça reste dans les frais que les députés pourront se faire rembourser. Voilà. Donc en fait, il y a un peu de progrès parce qu'il faut justifier, il y aura des contrôles de 120 députés par an, mais en réalité, ils continuent de recevoir 5 300 € par mois qu'ils dépenseront à peu près à leur guise, avec quelques restrictions tout de même. Et si vous avez l'oreille fine pendant que Frédéric Delpech nous expliquait la réalité des députés, vous avez pu entendre que sur ce plateau, c'était vous n'êtes pas satisfait? Mais non, mais franchement, c'est Mad Men, c'est fantastique. Les parlementaires aujourd'hui en France, ils devraient appeler pour à la transparence totale. Ils devraient prendre exemple sur la ville de Chicago, aux États-Unis, qui a un site qui fait de l'open data total sur toutes les dépenses de la ville. C'est-à-dire, regarde en Angleterre. En Angleterre, maintenant, les députés sont complètement obligés de stipuler et de dire, certes, mais là aussi, il n'y aura pas tout. Il n'y a pas tout. Il y a des exemples dans le monde, et la ville de Chicago en est un bon, où quand la ville achète un trombone, c'est sur le site internet, quand il y a une dépense, un déjeuner, on sait avec qui les élus et les fonctionnaires de la ville déjeunent. C'est des combats d'arrière-garde des parlementaires. Tous les Français qui travaillent dans une entreprise font des notes de frais depuis
depuis la nuit des temps. Donc il serait assez normal que les députés aient les mêmes habitudes que le reste des Français. Une précision sur ce thème, parce que ça a été un grand débat des députés. Alors il y a beaucoup de députés, et on peut en parler, parce que c'est vrai que la question se pose, qui considèrent qu'ils ne sont pas des subordonnés, c'est-à-dire des employés qui doivent répondre à un chef d'entreprise et présenter leur note de frais. Et qu'ils ont... Aux Français. Non, alors parce que justement, la question du contrôle se pose. Qui est habilité à contrôler? Et il y a des députés qui considèrent avoir été élus au suffrage universel, donc avoir reçu un mandat du peuple, et qui ne veulent pas se plier forcément à un contrôle par des personnes qui sont des fonctionnaires en réalité de l'Assemblée nationale. Et donc il y a un débat un peu éthique quand même sur le sujet. Il faudrait que leur compte soit contrôlé par celles et ceux qui les ont élus. Il faut quand même dire que ce contrôle va être aléatoire pour 120 députés par an. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les députés qui vont être contrôlés en même temps la même année. Ça veut dire que ça va être tiré au hasard. Il y a 120 députés sur 577 qui vont être contrôlés une année, et puis après, une année après, le temps de la législature, si je ne me trompe pas. Tout à fait, pour que tout le monde soit contrôlé en 5 ans. Pour que tout le monde soit contrôlé en même temps. Et puis il faut peut-être se dire aussi que c'était peut-être nécessaire, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, il y avait une étude qui avait été faite par Démocratie Directe, qui avait quand même relevé que 32 députés avaient acheté leur permanence avec ces frais. Certains d'ailleurs sont rattrapés par des associations anticorruption et des affaires. C'est clairement une avancée, mais c'est pas suffisant quand on voit les réactions. Il suffit de regarder la liste de ce qui leur est interdit de faire. Ça montre bien les abus. Cette liste, elle est basée sur les abus. Interdire d'acheter un véhicule 1 an avant la fin de son mandat, ça montre bien qu'on avait derrière la tête l'idée de se dire, je vais récupérer l'argent, et comme ça, je sais que dans 1 an, c'est terminé, et je pars avec la voiture. Une députée qui doit garder les enfants et qui est en séance de nuit, je ne suis pas. Excusez-moi, c'est peut-être mon côté un peu féministe. Mais là, je trouve quand même que c'est un peu surprenant, surtout pour un gouvernement qui mais dans le plaide privé, pour la parité. Dans le privé, quelqu'un qui travaille de nuit, est-ce qu'il a des frais de garde qui sont pris en charge par son entreprise? Pas systématiquement. C'est loin d'être le cas. Et il galère pour C'est ce que la déontologue d'ailleurs a dit. La déontologue a demandé à ce que les frais de garde, parce qu'il y a beaucoup de députés, y compris des députés En Marche, jeunes députés qui souhaitaient que les frais de garde soient remboursables. La déontologue de l'Assemblée a dit non, parce que dans le privé, justement, c'est pas le cas. Donc il y aurait une... Elle pourra toujours les mettre sur les 600 € de frais qui sont sans justificatif. Nous soyons passés, comme d'habitude, de l'ombre à la lumière. Hier, toute cette Assemblée, la législature précédente, était absolument et totalement corrompue. Et aujourd'hui, grâce aux décisions prises par le bureau de l'Assemblée, tout va s'éclairer, tout va être enfin transparent, etc. Non, l'Assemblée nationale n'est pas une entreprise, j'en suis navré. La fonction publique ne fonctionne pas non plus comme une entreprise. On a raison de réclamer un certain nombre de choses. Et tout ce que vous avez exposé est justifié parce que c'est la base. Mais est-ce que... En plus, nous en parlons toutes les 3 semaines. Il y a eu la loi de transparence et de confiance et de je ne sais quoi en juillet. Puis, il y a 1 mois, nous étions sur les rémunérations. Aujourd'hui, nous sommes sur les frais. Qu'est-ce qui va encore arriver? Tout ça est en train de nourrir une impression générale de tous pourris. Et commençons par la fonction publique, etc. Si la fonction publique, c'est une entreprise, allons-y, on va découvrir plein de choses. Toutes les 3 semaines, c'est parce qu'on utilise des grands mots et qu'on ne fait jamais vraiment rien. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un outil extrêmement efficace qui s'appelle Internet, qui permet de faire la transparence totale pour nos élus, et qu'on ne le fait pas, et que ça existe dans beaucoup de pays, ça existe dans beaucoup de grandes villes, dans des très grandes démocraties, et que la démocratie s'en porte beaucoup mieux parce que les gens ont à nouveau confiance dans leurs décideurs et dans leurs leaders politiques. Il serait temps qu'on le fasse. Ils auront confiance dans leurs décideurs et dans leurs responsables politiques le jour où ceux-ci exécuteront les programmes pour lesquels ils se sont présentés. François. Ce jour-là, la confiance sera rétablie. 2 sujets très complémentaires. Donc, si je vous suis bien, on n'est pas prêt de rétablir la confiance. On parlera, bien évidemment, vous restez avec nous, cher Frédéric Delpech. On va parler de temps dur. Temps dur pour qui? Pour notre ministre de la Transition écologique en sursis, en attendant d'ailleurs la sentence de Notre-Dame-des-Landes. Semaine prochaine, enfin normalement, si elle n'est pas à nouveau reportée, l'histoire de donner un peu d'air au gouvernement et au président. On va écouter d'ailleurs Nicolas Hulot pour Les temps sont durs. Moi, je suis au sein d'un ministère de la transition écologique et solidaire. Parfois, j'ai même envie d'y associer et solitaire. Alors que faire pour s'occuper? Eh bien, un peu de com dans l'Obs qui est sorti en kiosque, et puis une grande proposition. Écoutez bien, une fois par semaine, nos enfants, vos petits-enfants vont manger végétarien dans les cantines scolaires. Ça, c'est une avancée.
C'est une avancée, oui et non, parce que c'est quand même une proposition de la Fondation Terra Nova qui avait été proposée l'année dernière. Donc rendons à César ce qui est à César. Mais ce qui est très amusant quand même, c'est qu'il fait cette proposition au moment où il y a un gros dossier qui va arriver, qui est celui de Notre-Dame-des-Landes, sur lesquels ils ne savent vraiment pas comment ils vont s'en sortir, même s'il y a eu des décisions de justice, à tel point que le rapport qu'on attend la semaine prochaine, il n'y aura pas de recommandation. D'après ce qu'on entend dans certains couloirs, on dit qu'il y aura soit ce qui est bien, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et à chacun et au gouvernement de prendre ses responsabilités. Donc, à nouveau, rien. À nouveau, rien. Enfin, c'est ce qu'on entend. Manifestement, on peut se demander quand même si Nicolas Hulot s'ouvre pas une fenêtre médiatique, parce que il va dans le Nouvel Obs, il parle des cantines scolaires et du menu végétarien. Évidemment, ça lui donne beaucoup d'audience. Quelques jours après une décision européenne qui n'a pas forcément son sens. En même temps, il a fait passer en off un certain nombre de messages, si j'ai bien compris, un certain nombre d'éditorialistes ce matin et hier, en disant qu'il y avait des lignes rouges à pas franchir, qui étaient un nouvel EPR, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et un certain nombre d'autres choses pour lesquelles il finirait par quitter le gouvernement et par démissionner. Donc ce que vous nous dites, et c'est intéressant, très intéressant, c'est est-ce que notre ministre ne préparerait pas sa sortie ? En tout cas, j'ai l'impression qu'après une séquence où beaucoup de gens lui ont reproché de cautionner un certain nombre de décisions qui n'étaient pas des décisions de protection de l'environnement et de protection de nous tous sur le glyphosate, sur les perturbateurs endocriniens, il sort et il dit... en prenant un sujet positif, il dit en off par ailleurs à la planète médiatique et probablement à son patron, attention, si certaines lignes rouges sont franchies, je partirai. C'est comme ça en tout cas que moi je l'ai compris. Donc tout ça pour manger une fois par semaine encore végétarien. Si on lui accorde le menu végétarien une fois par semaine, est-ce qu'il va rester ? C'est peu. C'est peu, mais peut-être que ça lui suffit. Mais le menu végétarien, je dirais, à la limite qu'il aille au fond des choses. Parce que ce qu'on sert dans les cantines, qui s'intéresse aussi à la qualité, à la malbouffe aussi dans les cantines, c'est aussi un vrai sujet. De plus en plus, ce sont des entreprises privées qui servent les cantines. Ah oui, écoutez, Et les maires font des efforts. Enfin, je rends quand même hommage aux maires qui sont responsables de ça et qui, de plus en plus, notamment dans les zones rurales, parient sur le circuit court. Pour revenir un peu à ce que disait Séverin Naudet, c'est qu'on a, je vous laisserai finir bien évidemment Frédéric Delpech, on a quand même le sentiment que dans une interview, avec en plus une dans l'Obs de Nicolas Hulot, arrivé au menu une fois par semaine, il parle végétarien. De la chasse, il parle des cirques, il parle de plein d'autres sujets. Et en fait, moi, franchement, j'ai le sentiment qu'il dit, voilà, attention, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne transigerai pas. Et je il dit surtout qu'il veut continuer à peser dans le débat politique. C'est une façon aussi de reprendre la main pour Nicolas Hulot, qui était un peu absent. On l'a vu sur le glyphosate, il a dû avaler la couleuvre, comme d'ailleurs l'ensemble du gouvernement français, puisque c'est une décision allemande essentiellement, une volte-face allemande. Et donc, effectivement, c'est bon pour lui, un constat un peu d'échec, en tout cas de la position de la France, à s'imposer au niveau européen. Et là, avec cette interview dans le Nouvel Observateur, il reprend un peu la main, il lance des thèmes de débat. D'ailleurs, on rebondit dessus ce matin, sur le menu végétarien, sur la conscience animale aussi. Il veut on puisse travailler sur la conscience animale. Donc, des sujets qui sont des sujets de société qui peuvent aussi intéresser les gens. Donc, je ne pense pas qu'il prépare sa sortie du gouvernement. Je pense qu'il veut au contraire peser le plus possible dans le débat politique en attendant le 13 décembre et l'avis du médiateur sur Notre-Dame-des-Landes. Et là, effectivement, il semble quand même que le gouvernement s'apprête à enterrer cet aéroport ou en tout cas le mettre de côté. Et là, ça serait quand même un motif de satisfaction pour Nicolas Hulot et pas du tout un prétexte à une sortie, a priori. Dans ce cas-là, non. Mais si c'était l'inverse, oui. Il utilise quand même un terme volontiers, c'est le terme solitaire. Bien évidemment. C'est pas pour rien. Et on voit bien que physiquement, il a l'air abattu, il a l'air dépité un petit peu. Et c'est pas la première interview. On voit bien qu'au fil de ces interviews, effectivement, il est en train de se refermer et il utilise des termes qui ne sont pas anodins. Et puis ce qui est très marrant quand même aussi, c'est... ne sera pas terminé pour autant. Oui, mais ce qui est très... Et pourquoi ? Parce que... c'est ça qui est très, très amusant, c'est qu'on le relie à quoi ça, quelle est la justification du menu végétarien ? C'est la laïcité. Oui. La laïcité. Oui. Et donc, effectivement, on n'en a pas fini. Pas le développement durable. C'est pas l'argument de Nicolas Hulot, mais bon. Mais est-ce que justement derrière, il n'y a pas une stratégie de communication ? On l'envoie là aussi au feu, en essayant de faire passer ça sous le prétexte justement de l'alimentation, une alimentation différente, pour éviter le sujet qui fâche. Effectivement, c'est toutes les problématiques de produits halal dans les cantines, dont on a déjà entendu parler. Mais d'ailleurs, pourquoi les catholiques ont cessé d'avoir du poisson le vendredi ?
Effectivement. Bon, un petit remontant. Allez, puis on enverra ça à notre ministre de la Transition écologique. Il est 9h37, c'est l'heure de râler. Alors, râlons enfants. Et on va râler sur quoi? Sur le presque feu vert du gouvernement au joint électronique. La drogue, c'est mal, vous le savez, et interdit. Mais vapoter du e-cannabis, c'est possible. C'est pas forcément recommandé, mais en tout cas, on n'y voit pas d'objection. C'est une décision qui a du mal à passer. Consommation du cannabis, d'ailleurs, sous forme liquide, est en pleine augmentation. Ça inquiète le vrai cannabis, dit-on, les fonctionnaires de police. 1 minute 08 pour vous expliquer la problématique et on en parle après. En boutique ou sur Internet, parmi les parfums de e-liquide comme la mûre ou la framboise, il est possible de se procurer la saveur cannabis. Peut-on parler de joint électronique? Pas tout à fait. Le cannabidiol ou CBD est bien une molécule présente dans le cannabis, mais contrairement à son principe actif, le THC, le CBD ne provoque pas d'effet planant. Pour ce tabacologue, il est malgré tout nécessaire d'encadrer le produit. A priori, il y a moins de danger d'addiction qu'avec le THC, mais c'est un produit qui est mal connu et justement, il faut l'encadrer pour que ce soit surveillé et qu'on prenne le principe de précaution nécessaire pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'addiction et qu'il n'y a pas, sur le plan individuel, d'extension importante de fait. L'Agence nationale du médicament se positionne clairement pour l'interdiction de ces cigarettes électroniques au CBD. Le ministère de la Santé estime au contraire que c'est légal, puisqu'il n'y a pas de propriétés stupéfiantes. Mais il a sorti sa vente de conditions. Le produit doit être exclusivement consacré au vapotage et ne doit pas contenir plus de 0,2% de THC. Des contrôles seront menés par la répression des fraudes pour s'assurer que ces conditions sont respectées. Bien évidemment, 0,2%. Si ça fait 0,4, il va falloir notamment que les contrevenants puissent prouver la chose et surtout qu'il y ait des contrôles. Ça me paraît compliqué. Vous avez tout dit là. Vous avez tout dit. C'est merveilleux, absolument. Mais une phrase est tout de même dite dans votre reportage, c'est l'affaire du principe de précaution. Là, vous avez l'Agence nationale du médicament, à qui le gouvernement, les autorités publiques demandent ce genre d'avis. Elle donne son avis. Que dit le gouvernement? C'est quand même légal. Alors, il faut tout de même qu'à un moment donné, quelqu'un tranche. Oui, mais... Qui va trancher? Et quand on utilise le fameux principe de précaution, qui est la loi absolue en matière de glyphosate pour le cannabis, pour le moment, c'est pas encore le cas. Non, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette fameuse molécule, le CBD, est quand même utilisée dans d'autres médicaments, notamment pour les vaccins. Ah, mais tout vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, ils ne peuvent pas vraiment l'interdire. Donc, contre l'anxiété ou contre la douleur. Donc, c'est une des bases de la composition de ce type de médicaments. Et puis, le fait que il faut quand même dire aussi qu'il y a quand même des enquêtes qui ont été diligentées quand même pour dire. Alors, c'est vrai que le principe de précaution. Des enquêtes contradictoires. Exact. Voilà. C'est vrai, ça vous fait rire. Oui, non, sourire. En termes de stratégie, moi je me demande si ce gouvernement, qui est de plus en plus considéré par l'électorat de gauche et par les Français comme un gouvernement de centre droit, envoie simplement des signaux. Il envoie des signaux plutôt libéraux sur l'économie, il envoie donc des signaux plutôt libéraux sur le social, et donc il s'adresse à ses cibles électorales, un coup à gauche, un coup à droite. Et donc, je pense que ici, on a un signal vers l'électorat plutôt de centre-gauche du gouvernement en disant finalement, on est sympa. On a un marqueur social comme on a des marqueurs économiques. Ça montre peut-être surtout aussi que, à mon sens, le gouvernement, ou en tout cas cette majorité, globalement, est plutôt assez mal à l'aise avec les sujets liés à ce qu'on appelle le sociétal. Parce que, par exemple, alors ça n'a rien à voir avec le joint électronique, mais il devait y avoir ce matin en débat à l'Assemblée une proposition de loi sur la garde alternée 50-50 qui a fait beaucoup de bruit, mais ils se sont tellement divisés au sein d'En Marche en réunion de groupe il y a 2 jours sur ce sujet que ça va être sans doute repoussé à plus tard, même disparaître. Donc on voit que sur des sujets sociétaux, dits sociétaux en tout cas, autant la République En Marche est très à l'aise sur l'économie, le libéralisme comme vous le dites, l'application du programme d'Emmanuel Macron sur ces thèmes-là, autant sur les sujets sociétaux, il y a une sorte de flottement, on ne sait pas trop quelle est la ligne. Alors un coup effectivement il y a un signal qui est donné vers la gauche, un coup c'est plus restrictif. Bref, sur ces sujets, et même Emmanuel Macron lui-même, on le voit, est assez peu disert sur les questions sociétales dans ses discours. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'idéologie. Et que peut-être pour une fois c'est pas mal qu'on n'ait pas un gouvernement idéologue, ça nous change des quelques dernières années. Alors, ce qui est assez drôle dans l'actualité, et elle est assez faite comme ça, c'est qu'hier, toute la contradiction porte sur le mot libéral en français. Libéral en économie,
c'est clair, c'est l'économie de marché, comme disent les Américains ou les Anglais. Et puis d'autre part, libéral sur les questions de société, ce qui est absolument le contraire de tout gouvernement en position conservatrice. Et effectivement, il mélange les deux notions libérales qui, en français, posent quelques questions à l'opinion publique. Et je disais, oui. Excusez-moi, je voulais dire juste que c'est justement sur ces sujets-là où on risque d'avoir une fracture au sein du groupe En Marche à l'Assemblée, comme tu l'as souligné hier. Oui, mais vous allez voir que dans quelques instants qu'il y a un vrai patron, justement, et on va en parler. Juste, si vous voulez voir que l'actualité, de temps en temps, est assez particulière, parfois drôle, sur le site du Parisien, vous aviez bien évidemment le i-joint, et puis quelques clics plus tard, vous aviez tout un papier sur les dangers du cannabis, le vrai, le bon cannabis, celui qui fait du mal, celui qui est interdit, liquide, et qui était la préoccupation aujourd'hui, comme je vous le disais, des forces de police. Et on en revient aux 0,2% autorisés. Et le cholestérol, 0,3%. Le cholestérol, il y en a un bon et un mauvais aussi. C'est un peu comme le cannabis, donc attention et au contrôle, ça va bien évidemment rassurer les parents. On parlait de chef, on parlait d'ordre bien évidemment, et c'est dans cette France particulière, cette France de Jupiter. Et dans cette France, vous allez le voir, on dîne. Regardez cette photo balancée sur Twitter par Matignon. C'était hier, photo de famille très masculine quand même. On est loin de la parité. Il s'agit du comité de la majorité réuni autour d'Édouard Philippe, première réunion du genre. Rendez-vous qui figurait pas, nous dit-on d'ailleurs, dans l'agenda du Premier ministre. Ça, c'est de la com, de la belle com. Et évidemment, derrière cette photo, il y a un message. Et oui, on a le sentiment là que Édouard Philippe fait d'ailleurs ce qu'il aurait dû faire depuis le début, être incarné le véritable chef de la majorité. Alors, il y avait une difficulté pour lui parce qu'effectivement, dans un gouvernement ni droite ni gauche, il incarnait une aile de droite. Et donc, c'était difficile d'être un point d'équilibre de la majorité. Mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'il prend ses marques. Alors, c'est la volonté pour Édouard Philippe de montrer que c'est lui le patron, c'est lui qui pilote. Alors, ce comité de la majorité réunit en quelque sorte les têtes d'affiche de la majorité, quelques ministres, les représentants des différents groupes qui soutiennent le gouvernement. Il y avait déjà le petit déjeuner de la majorité. C'est bien François Bayrou que nous voyons. Bah oui. Le modem il évidemment. est là au moins. Et donc, et Marielle de Sarnez, une des rares femmes autour de la table. Il y a aussi la ministre Jacqueline Gouraud. Vous disiez qu'il n'y avait pas de femmes, mais il y a quand même deux femmes. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de femmes, j'ai dit que la parité n'était pas respectée. J'aurais pu vous dire aussi qu'ils ont l'air beaucoup de s'amuser. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'Édouard Philippe, là, par exemple, il y a un sondage BVA qui vient de paraître, gagne 6 points de popularité. Et à 6 mois d'exercice, il est le Premier ministre le plus populaire après Raffarin. Il est plus populaire que Fillon, que Valls, que Ayrault, après 6 mois d'exercice. Donc lui qui disait qu'avec deux prénoms, c'était difficile de se faire un nom, il est en passe de réussir. Il est sans doute en train de s'imposer comme chef de la majorité, à tel point qu'il y a des députés hier qui étaient interrogés sur le sujet. Claude Goasguen, par exemple, qui lui est carrément à droite, lui tresse des lauriers. C'est très on va écouter d'ailleurs Claude Goasguen, c'est amusant. Sinon, juridiquement, du moins politiquement, il est le chef de la majorité, il l'est. Il a du talent, incontestablement. Et très franchement, je le trouve même plus libéral que la plupart des gouvernements de droite qui l'ont précédé. Pourquoi vous riez, François Dorcival ? Mais parce qu'enfin, effectivement, Édouard Philippe est tout de même de l'équipe Juppé. Donc libéral, il l'est bien sûr, et il a de la chaleur humaine, il sait y faire. Sauf qu'il avait un gros problème de notoriété dans l'opinion, parce qu'il était éteint par Jupiter, comme vous dites, c'est-à-dire par Emmanuel Macron qui est présent partout. Oui, mais alors quelle opération de com depuis ces derniers jours ? Je vous rappelle quand même qu'avant-hier, il était au Casino de Paris sur scène pour un superbe one-man show. On vous en a parlé dans la médiasphère d'ailleurs, mais il y a une offensive, Édouard Philippe, en matière de com. Oui, parce que si en même temps il est assez apprécié, il semblerait des sondages, comme tu le rappelais Frédéric, il est assez haut dans les sondages, mais quand on discute avec les gens, on a quand même du mal à l'identifier. Si vous si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens qui est Édouard Philippe, c'est trop tôt. Certes, maintenant, c'est peut-être trop tôt, mais ils sont même incapables de dire comment il est physiquement, donc il n'arrive pas non plus, comment on dirait, à imprimer. C'est vrai, Naudet, je rappelle que vous avez été... Et je pense aussi que ce dîner qu'on a eu hier soir aussi, c'est une manière aussi de le réaffirmer sur l'échiquier politique. Ah mais bien évidemment. C'est parti sur Twitter juste après, c'est parti de Matignon. C'est vrai, vous avez été conseiller à Matignon. Oui. Ça se passe comme ça là-bas ?
Moi, je trouve que, encore une fois, il fait la démonstration de ce que les Français attendent, c'est-à-dire qu'il est sérieux, il bosse. Le couple président-premier ministre fonctionne. Alors, je comprends bien que ça manque beaucoup à la planète médiatique, qu'il n'y ait pas de couac permanent entre le Premier ministre et le président de la République, parce que ça alimentait quand même la chronique quotidienne pendant ces dernières années. Mais en l'occurrence... Il faut dire que c'était un festival. Oui, c'était un festival, c'était très drôle parfois, sauf qu'en réalité, ça crée beaucoup de dysfonctionnements et de problèmes à notre démocratie et à faire avancer les réformes. En l'occurrence, Édouard Philippe, c'est un Premier ministre qui fait le job, qui reste à sa place, et je pense que c'est ça qui est apprécié aujourd'hui et qui fait de la com. Dans les sondages. Il reste à sa place, mais d'après ce qu'on dit les uns et les autres, c'est que quand même tout se décide à l'Élysée. Tout se décide à Non, ça c'est pour ça qu'il reste à sa place. Pardon, mais ça c'est très mal connaître, si je rebondis sur ce que disait Christophe. J'étais à Matignon, c'est très mal connaître le fonctionnement de nos institutions. Ce qu'on appelle l'interministériel, c'est peut-être un peu tôt ce matin pour parler de ça, c'est à Matignon. Et en l'occurrence, les arbitrages quotidiens sur ce qui compte ensuite dans le quotidien des gens se font à Matignon. Oui, mais c'est validé par l'Élysée, il semblerait. Enfin, si Édouard Philippe est, comme on l'a pu constater sur cette photo, le chef de la majorité, c'est un poids aujourd'hui, c'est un nouveau Premier ministre, entre guillemets, et il fait tout pour le faire savoir. Est-ce que ça marche sur les réseaux sociaux ? La façon dont il les utilise jusqu'à présent, effectivement, c'était assez efficace, à la différence de ce qu'a pu faire Castaner avec ses petites tentatives de live à vélo, etc. L'utilisation qu'il a fait jusqu'ici était assez validée et correspond, va dans le sens de lui donner une image justement de sérieux, d'être aux affaires, au travail. En tout cas, il n'y a pas de dérapage, je dirais. La répartition des rôles, Macron, Édouard Philippe, dès le début du quinquennat, on l'avait vu avec le discours de politique générale qui précédait le discours de Versailles d'Emmanuel Macron, ils se sont répartis les rôles et pour l'instant ça fonctionne. Et d'une certaine façon, le débat télévisé entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon a marqué tout de même l'opinion, et en tout cas l'opinion médiatique, de ce que, entre eux, ils se respectaient et qu'il était donc un chef parlementaire, possible parlementaire, gouvernemental. Chef parlementaire, chef du gouvernement et chef de la majorité. Sur ces paroles que nous allons nous quitter. Merci à vous d'avoir participé à cette médiasphère. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain 9h dans les coulisses de l'info La République LCI. C'est en marche et c'est tout de suite.